En virage cette semaine, nous avons en studio la camionnette RAM Rebelle. On va surtout évaluer son nouveau moteur. Maxime Dubois du CA Québec sera avec nous pour nous parler des essais routiers qu'on a effectués à Montréal pour les véhicules électriques, bien sûr. On va avoir aussi Mathieu Côté et Sébastien Tardy de DCF. On va aussi parler d'électrification et surtout de réparation de batteries pour vos véhicules électriques. Des nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Et à la fin de l'émission, on répond à vos questions. Tout cela à Virage dans un instant. Virage Auto est propulsé par IA Assurance Auto et Habitation. En studio, je suis en compagnie de Marc Bouchard et Jacques. Bienvenue. Salut, messieurs. Salut, Daniel. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Salut, bon retour, Jacques. Merci. Oui, merci. Semaine de congé. Oui. Ça fait du bien? Les corridors d'hôpital, puis les congés ici, c'est bien différent. Bon retour, Jacques. Merci. Nous avons en studio la camionnette RAM et la raison principale, c'est son moteur Hurricane que j'avais pas encore mis à l'épreuve. Bon, pour ce qui est de la camionnette, on l'avait déjà essayé, mais avec le EMI, ça ne change pas, surtout pour un beau Rebelle comme on a ici. Il est magnifique, la couleur extraordinaire. Puis, avant de parler du véhicule, il faut parler un peu de la cabine parce que c'est impeccable. C'est impeccable. Les matériaux utilisés, l'assemblage, la finition, la présentation, le système d'infodivertissement. Dans l'industrie, je pense qu'il n'y en a pas de plus efficace. Uconnect, là, c'est un des meilleurs. Wow. Avec le Lexus Interface, avec celui de Toyota, je trouve que c'est un des plus faciles d'utilisation. Facile de configurer ton téléphone, facile de t'y retrouver dans des menus. Tu sais, t'es pas comme Volvo, là, que ça te prend une encyclopédie, ça dépasse pour trouver. Ça n'a rien à voir, c'est super simple. Commande vocale, super efficace. Grand écran. Un petit peu dérangeant parce que les grands écrans, on sait que c'est pas nécessairement l'idée de génie du siècle, mais c'est quand même bien fait. Puis, écoute, je l'ai toujours dit, je suis pas du tout objectif. Le Ram, c'est mon camion préféré. Je trouve que c'est celui qui a l'air d'un camion. C'est pas compliqué, là. Il a l'air musclé, il a l'air athlétique. Surtout le Rebelle comme ça, avec les pneus en route, avec les suspensions surélevées. Qu'est-ce que tu veux de plus? Bien, peut-être une facture moins élevée. Ben voilà. 93 000 notre véhicule en studio, évidemment. Ça coûte cher, mais ils ont la recette du camion. Ils ont trouvé la recette du camion et ils l'appliquent à merveille. Quand tu regardes l'intérieur, comme tu disais, on en parlait un peu de l'intérieur, mais tu sais, tu regardes les sièges, les coutures, tous les dessins, les couleurs, du filage, du fil, c'est de toute beauté. Fait que t'embarques dans ce camion-là, puis t'as pas l'impression d'être en camion. T'es dans une voiture très, très luxueuse. Encore une fois, les matériaux, vraiment, vraiment très bien, vraiment très poussés. On peut vraiment se demander pourquoi ça fait que c'est toujours, presque année après année, reconnu comme une des camionnettes les plus belles puis les plus populaires aux États-Unis, en tout cas. Effectivement. C'est sûr que, en termes de popularité, elle est dépassée par la série F, mais n'empêche que c'est un véhicule qui, en tout cas, moi, me fait bien mon affaire. Et tu l'as dit, Daniel, la couleur du véhicule qu'on a en studio. Je suis content, messieurs, parce que d'habitude, quand c'est des couleurs un peu pas traditionnelles, vous aimez pas tellement. Mais là, je suis heureux de voir que vous avez développé vos goûts un peu. Ben oui, on ne pourra pas les développer jusqu'à atteindre ton niveau, Marc. Là. On va rester à un niveau inférieur parce que sinon, nos goûts vont être tous un petit peu trop bizarres. Mais la raison pour laquelle on conduit cette camionnette-là, c'est parce que c'est la fin du EMI. Ça fait déjà un certain temps. On n'avait pas eu la chance de conduire cette camionnette-là. On a remplacé par le moteur Hurricane qu'on avait lancé ce moteur-là dans le Wagoneer. On arrive, puis on sait très bien, puis c'était prévu qu'on allait l'appliquer un petit peu à d'autres modèles. 6 en ligne, nouvelle technologie de motorisation. Dans ce Rebelle, le mariage moteur, transmission, camionnette, c'est irréprochable. Ce moteur-là fait tout un travail.
Ben, c'est irréprochable même dans le Wagoneer. Il faut dire que le Hurricane est un moteur qui, jusqu'à maintenant, remplit toutes ses promesses en termes de nervosité, en termes de puissance, en termes d'économie. Tu sais, tu l'as dit, 6 cylindres en ligne, biturbo, c'est un 3 litres qui fait quand même 420 chevaux, 469 livres-pieds de couple. C'est un monstre jumelé à la transmission 8 vitesses, mais tout ça est d'une douceur. Et ce que Jacques disait, c'est quand on conduit ça, on n'a pas l'impression d'être dans un camion. T'sais, on n'est pas dans un truck, on est dans littéralement un VUS presque de luxe. Et je pense que le moteur n'est pas étranger à cette sensation-là. Moi, je sais que, personnellement, là, depuis longtemps, que ce soit BMW ou etc., et tous les autres moteurs qui se sont construits en ligne, c'est des moteurs qui sont doux, généralement, qui sont performants et qui donnent du rendement. Et celui-là ne fait pas exception, absolument pas. Ce qui va manquer, peut-être à certains conducteurs de RAM, c'est le son rugueux du V8 qui existait. Dans le EMI, c'est ça. Eux autres, c'est ça qu'ils aimaient. Mais quand celui-là, il y a une douceur, il y a une accélération, il y a un rendement général bien particulier. Moi, je trouve que quelqu'un qui a besoin d'un véhicule comme ça, faire du remorquage, celui-là, quand tu regardes avec la grandeur des miroirs, puis après, j'imagine que tu peux mettre une motadie de belle roulotte accrochée derrière ça, et que ça va être facile à remorquer, agréable. Et la transmission 8 vitesses fait un travail extraordinaire. Je lisais que du côté américain, quelques-uns qui ont fait des essais qui disaient qu'ils trouvaient qu'elle rétrogradait un petit peu sec. Je pense tirer par les cheveux. C'est surtout, en fait, en période de remorquage. Ouais. Je n'ai pas remorqué avec le Ram Rebel, j'ai remorqué avec le Wagoneer, et c'est la sensation qu'on avait. Quand on remorquait, on avait l'impression que les changements en rétrogradation étaient un petit peu plus brusques, mais c'est vraiment parce qu'on tirait, on tirait 9000 livres à ce moment-là. C'est quand même énorme, là. C'était trop, en fait, pour le camion. Bien, c'est quand même assez exceptionnel. On a 11 300. C'est une petite réduction au niveau du remorquage comparativement au EMI. Oui. Mais pas grand-chose. Au niveau, peut-être aussi de la déception, c'est que la consommation de carburant reste à peu près la même, mais on gagne en puissance avec le véhicule. Et lorsqu'on fait de l'autoroute, c'est là qu'on va gagner un petit peu au niveau de l'économie de carburant sur autoroute. Tu vois, on annonce 9,8 sur autoroute, combiné 12,1. Fait que c'est certain qu'à 9,8, on est littéralement presque au même niveau. Le EMI faisait tout un travail, surtout avec le e-torque. Oui. On avait tout un travail aussi du côté de l'économie de carburant de ce côté-là. Alors là, on est quand même nez à nez. On va gagner de la puissance, mais là, ça va rester à évaluer au niveau de la longévité. Mais le EMI n'était pas un prix Nobel de fiabilité. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va donner avec ce véhicule-là au cours des prochaines années. Mais si on se fie à leur 2 litres, parce qu'au niveau de la construction, on a beaucoup, ça se rapproche beaucoup avec le 2 litres qu'on a lancé dans le Cherokee 2019. Ouais. C'est extrêmement fiable. Alors, j'ai hâte de voir si on va continuer dans cette direction-là. Moi, j'ai confiance. Jacques parlait de la douceur d'un 6 en ligne. C'est le cycle parfait. Quand le premier piston est en haut, le deuxième est en bas, etc., un V6, on est obligé de calibrer 2 sur le même arbre avec un contrepoids. On réussit à faire des moteurs doux, mais avec un 6 en ligne, on a quand même la perfection. C'est parfait. Puis les camions, on parlait du prix qu'on trouvait peut-être élevé, mais il ne faut pas oublier que ce camion-là vient avec un équipement. C'est juste l'intérieur de la boîte, le piton pour baisser la tailgate en arrière, comme on appelle, là, qui est électrique, qui est superbe. Alors, tout ce qu'il y a de monter à bord, bon, c'est certain que si tu prends ça, ça va donner un prix plus élevé. Bien, va chercher un AT4X, va chercher un AT4 chez Ford, les Raptor ou les véhicules équivalents vont être au prix équivalent. Ouais, Raptor est un peu plus puissant, là, par exemple. C'est un autre monde. C'est peut-être le Tremor. Mais effectivement, c'est le Tremor qui est directement le concurrent du Rebel. Et d'ailleurs, je vais en parler un petit peu du Rebel quand même. Le look, la partie avant, comment il se distingue des autres. Ouais. Moi, je l'ai dit et je l'ai répété, ce véhicule-là, à mon avis, c'est un des plus beaux de sa catégorie. Alors, c'est cher, 93 000 là, mais si vous êtes à la recherche d'un camion qui va être agréable à conduire et qui risque d'être plutôt joli et remarqué, ça fait la job. Système de son. Et superbe. Harman Kardon qui a monté à bord. Très bon système de son. Si
RAM ou si Stellantis, Chrysler, avait trouvé la même recette dans l'automobile Oui. qu'ils ont trouvé dans la camionnette, la compagnie se porterait beaucoup mieux Sur la aujourd'hui. santé, ouais. C'est incroyable de pouvoir faire des camions de cette qualité-là, d'avoir la recette parfaite, puis dans l'automobile, pas être capable de le faire. On le fait avec Jeep, on le fait avec d'autres véhicules. Le Cherokee, c'est correct, mais on aurait pu appliquer ça à l'automobile, puis on aurait beaucoup plus de succès. Ouais. Merci, messieurs. Plaisir, Daniel. Alors, on s'arrête à virage. Restez là. Au retour, on parle de batterie, de véhicules électriques. Est-ce que c'est fiable? Est-ce que ça se répare? Au retour. Restez là. Car Expert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. Car Expert à la fine pointe de la carrosserie. Nous voici de retour. Je suis maintenant en compagnie de Mathieu Côté ainsi que Sébastien Tardy de Pièces d'auto Alain Côté et DCF. Salut, messieurs. Hey, bonjour. Ça va bien? Bonjour, très bien, merci. Mathieu, tu es directeur général des deux compagnies. Exactement. Sébastien, tu es directeur de la formation. Et ça implique quoi, directeur de la formation? Directeur de la formation, donc je chapeaute tout ce qui est formation chez DCF. Donc, nous, notre spécialité, on donne des formations en véhicules électriques, hybrides électriques. Et en fait, je fais tout, en fait, là, justement, l'assemblage des formations pour DCF. Donc, on fait de la rédaction de formation, on planifie les calendriers. Et en fait, là, je donne des formations aussi pour des formateurs. Donc, on a des formateurs un petit peu partout qu'on est en train de déployer. Là, donc, on est en démarrage de tout ça. Mathieu, je reviens à toi dans un instant. Mathieu, beaucoup de choses. D'abord, merci d'être là, messieurs. C'est vraiment le fun d'être ici et de parler quand même un peu du secteur électrique. Mais Mathieu, tu me définis les deux compagnies pour lesquelles tu es directeur général. D'abord, Pièces d'auto Alain Côté, on connaît ça un petit peu plus. Oui, on a fêté nos DCF. 30 ans l'année passée. Pièces d'auto Alain Côté, une belle fierté. Ben oui, j'étais sur place d'ailleurs, c'était fantastique. Et DCF, tu as décidé de lancer aussi cette nouvelle division. C'est quoi la mission de cette nouvelle division? DCF, la mission, c'est de favoriser la transition vers le véhicule électrique. Dans tous les aspects, en fait. Puis ça provient d'un désir d'appuyer notre clientèle de Pièces d'auto Alain Côté initialement. On fait des partenariats avec nos clients, puis je pense que dans tous les changements qui arrivent dans le marché, dans le domaine de l'après-marché automobile, il faut qu'on soit là pour eux autres. Fait que, en voyant le véhicule électrique arriver, nous autres, c'est sûr qu'on s'est dit, il faut qu'on les aide, il faut qu'on fasse évoluer tout ça, faut qu'on donne confiance aussi aux particuliers, aux propriétaires de véhicules électriques de faire réparer leurs véhicules. De dire qu'ils vont être accompagnés. Chez les ateliers de l'après-marché, entre autres. Là. Fait que de fil en aiguille, on a fait beaucoup de contacts là-dedans, dont Sébastien qui est arrivé dans l'entreprise là, tout récemment. Ce qui fait qu'on développe une boîte à outils pour les ateliers mécaniques, pour plein d'intervenants là, dans le marché de l'automobile. C'est vraiment une boîte à outils complète pour les appuyer, là, pour qu'eux autres puissent faire des réparations en toute sécurité, selon toutes les normes qui sont en place présentement. Bien, c'est ça un peu le défi, Sébastien. C'est un peu ton rôle parce que, avant de parler vraiment de réparation de batterie, il y a tout l'équipement qui vient aussi avec, donc que vous pouvez fournir aux ateliers. Exact. Et aussi toutes les nouveautés et comment travailler tout le système d'électrification du véhicule. Là. C'est pas évident. Non, c'est pas évident. Puis c'est tout nouveau, en fait, là, justement, pour les techniciens dans les ateliers de venir s'approvisionner, en fait, là, approvisionner ça, en fait, là, justement, dans le marché. Puis c'est sûr et certain que nous, on voulait être sûr et certain que le lien entre le client et, en fait, les ateliers soit fait, en fait, là, facilement. Donc, nous, on veut former le maximum de gens possible. Puis nous, on a développé, en fait, une clinique d'information, justement, qui, en fait, là, va former les clients à l'adoption d'un véhicule électrique, comment, en fait, là, justement, le véhicule fonctionne au quotidien, les bornes de recharge
et tout, pour qu'après ça, ils nous disent, bien, moi, je fais réparer mon véhicule à telle place, dans tel garage, pour qu'on soit capable de former cette personne-là. Bon, rentrons dans le vif du sujet parce que ici, à Virage, évidemment, on a plusieurs questions du public. Et la question du public qui revient le plus souvent, les batteries, ça va-tu durer longtemps? J'achète pas de véhicule électrique parce que, bon, une fois que la batterie est finie, le véhicule est fini, ça coûte cher remplacer des batteries, ça brise des batteries. Faites-moi le plan de ça là, au niveau de l'électrification et de la crainte du public. Parce que des batteries, est-ce que ça se répare? Est-ce que ça se remplace? Est-ce que ça se recycle? Bien, en fait, toutes ces réponses sont vraies, en fait. Là. Donc, nous, on veut, en fait, là, rassurer les clients, justement, parce qu'il y a eu beaucoup de mythes urbains qui ont circulé, malheureusement, dans ce beau monde-là des véhicules électriques. Puis nous, on veut venir, justement, démystifier tout ça. Donc, effectivement, il y a certains manufacturiers, longtemps, qui ont dit que si une petite pièce à l'intérieur de la batterie brise, il faut changer l'entièreté de la batterie. Ouais. Moi, je vois ça comme un moteur à essence. Là. Donc, au début, on remplaçait l'entièreté des moteurs à essence et au fil du temps, depuis des années, on répare les moteurs à essence. Donc, on change en fait un piston, un cylindre. Puis dans les batteries, pour nous, c'est la même chose. Là. Donc, on forme pour le diagnostic de ces véhicules-là en premier lieu. Donc, qu'est-ce qu'on donne dans nos salles de classe pour qu'après ça, en fait, là, au fil du temps, les tests soient faits sécuritairement avec les bons équipements de sécurité. Par la suite, que la batterie, justement, si ça dépasse l'expertise de l'atelier, en fait, qu'elle soit envoyée chez nous par la suite pour qu'on fasse un reconditionnement complet. OK, vous pouvez le faire directement chez vous. À date, les batteries, est-ce que ça se dégrade rapidement? Est-ce que les batteries, c'est fiable? Est-ce que ça brise tant que ça, ces batteries-là? Donc, à venir jusqu'à maintenant, c'est quoi votre diagnostic au niveau de la batterie de véhicules électriques en général? Moi, qu'est-ce que je réponds à cette question-là? C'est que ça ressemble beaucoup, en fait, à la durée de vie d'un moteur à essence. Donc, souvent, en fait, là, ça va... les batteries sont faites pour durer 500 000 km et plus. Là, en fait, là, c'est qu'est-ce que le manufacturier annonce souvent pour leur véhicule. Est-ce que ça a été ça pour tous les véhicules au fil du temps? Non. En fait, on a eu des véhicules, en fait, des véhicules laboratoires, qu'on va dire. Donc, les premiers véhicules en 2010, 2011, 100% électriques. On a eu des véhicules à très faible autonomie avec des très mauvais systèmes de refroidissement. Ça a créé, en fait, là, justement, de la dégradation un peu plus rapide. Plus que le temps avance, en fait, là, on parle de 2020 et plus, puis plus que les véhicules, les batteries vont être durables et fiables dans le temps, c'est sûr et certain. Puis plus que ça va, puis plus aussi que les pièces sont disponibles à l'intérieur des batteries pour les réparer. Est-ce que, donc, garder un véhicule, acheter un véhicule électrique et vouloir le garder longtemps, c'est viable aujourd'hui puis c'est faisable? Absolument. Donc, absolument, parce que nous, en fait, justement, on est capable de venir dire aux propriétaires, probablement, ça passe tout le temps par eux, de dire que, dans le fond, on peut servir du véhicule électrique de telle façon. Donc, je donne un exemple. Un des mythes urbains qu'on entend, c'est de tout le temps recharger la batterie à 100 %. Est-ce que ça brise la batterie? La réponse est non, ça ne brise pas la batterie. Est-ce que la durée de vie va être aussi grande une personne qui recharge tout le temps à 100 % qu'une personne qui va recharger à 90? La réponse est non. Donc, est-ce que quelqu'un qui fait beaucoup de charge rapide, on parle d'au-dessus de 20 % de charge rapide, est-ce que la batterie va durer aussi longtemps? La réponse est non. Fait que en fait, on demande aux clients justement leurs besoins, dans le fond, reliés en fait aux véhicules qu'ils vont acheter, puis on va les enseigner justement à bien l'utiliser au quotidien pour qu'après ça, on ait le maximum de durabilité. C'est comme un moteur à essence qu'on ne change pas l'huile, en fait, c'est la même chose. Exact. Pratico-pratique en ce moment, là, ce qui est défectueux dans le marché, qu'on voit passer chez nous, c'est qu'on a un approvisionnement, nous autres, en batterie. Puis qu'une batterie d'un modèle X, mettons, on peut avoir plusieurs exemplaires. On va en prendre ce qui est bon dans chaque exemplaire. On va faire une bonne batterie avec ça qu'on va pouvoir remettre dans le marché. Sur le marché. Tout ce qui reste, on va pouvoir le recycler avec d'autres partenaires. Bien, justement, parlons-en du recyclage parce qu'une batterie de véhicule électrique que vous retirez de la route ne s'en va pas au dépotoir. Là. Elle est recyclée. Oui. Puis il y a plusieurs façons de le faire. Oui, exact. Nous, on parle de 3 vies utiles d'une batterie. Donc, la première vie utile, nous, on va tout le temps essayer au maximum de remettre la batterie dans une voiture. C'est qu'est-ce qu'on veut, en fait, remettre le maximum de voitures sur la route. Donc, on va avoir des pièces, en fait, là, justement, qu'on va récupérer de batteries que les cellules étaient complètement finies, en fait, pour réparer des batteries. Si les cellules, en fait, sont trop dégradées pour remettre dans un véhicule, on parle d'au-dessus de 30-40 % de dégradation, on va être capable, en fait, de vendre ces blocs de cellules-là qu'on peut voir ici, en fait, là, pour mettre dans une unité de chalet, en fait, qui n'ont pas d'électricité. Donc, on est capable de remplacer des batteries à acide plomb par ces batteries-là qui contiennent vraiment beaucoup plus d'énergie. Et quand la batterie, en fait, là, est en fin de vie totalement, en fait, là, on peut l'envoyer au recyclage. Puis nous, au Québec, on est très chanceux. On a une entreprise, en fait, là, qui recycle jusqu'à 95 % à l'intérieur des batteries. Là. Fait que ça, c'est vraiment important. Beaucoup de choses à dire encore une fois. Oui, on n'a pas parlé de l'aspect sécurité. L'aspect sécurité qui est là avec les équipements. Parce que on s'entend, il y a eu des dangers à travailler là-dedans. Fait que, entre autres, la formation, mais il faut donner accès à tous les items.
Puis ces items-là, ce qui est méconnu, c'est qu'il faut qu'ils soient recertifiés régulièrement. Donc, dans notre grande et belle équipe, là, on a plusieurs personnes, dont une spécialiste dans le diélectrique qui fait de la certification, qui est bien reconnue, Martine Smith, dans le domaine. On a une unité mobile qui se promène à travers la province, fait qu'on s'ennuie pas. Vous travaillez vraiment dans le 360 de la batterie. On va sûrement se reparler, messieurs. Mathieu Côté, Sébastien Tardy, merci beaucoup d'être passé à Virage, Merci, messieurs. c'est apprécié, merci. Alors voilà, on s'arrête et on revient à Virage. Nous sommes de retour à Virage. Je suis maintenant accompagné de Maxime Dubois, CA Québec. Salut, Max. Bonjour, Daniel. Ça va bien? Très bien, merci. Alors, Max, vous étiez au Salon de l'Auto de Montréal. Je parle du CA. Vous avez fait des essais routiers de véhicules électriques. Comment ça s'est passé? Bien, on a récidivé encore une fois. Ça fait 10 ans qu'on fait ça déjà. Puis l'intérêt est toujours là. C'est quand même impressionnant. On est bien content, encore une fois, d'offrir cette belle possibilité-là aux visiteurs qui viennent faire un tour au Salon de l'Auto. Belle édition. Vraiment intéressante. On avait un super choix, 25 véhicules. On avait évidemment des choix, on va appeler ça un peu plus terre-à-terre, un peu plus logique. Des Chevrolet Equinox, des Kia V6, des Toyota BZ4X. Et c'est parfait parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'informent, qui veulent acheter, qui envisagent ces véhicules-là. Ça a été qui, les véhicules vedettes? Ah ben écoute, on a eu de la vedette. On a eu aussi même une sélection de camions, Silverado, Sierra et Lightning. Donc, la possibilité d'essayer les 3 camionnettes, on va dire très populaires aussi, du côté de l'électrique. Mais on a de la nouveauté. Et de la nouveauté... Évidemment, ça vole la vedette. Là, on a eu une Cadillac optique. Oui, le lyrique est là, mais l'optique est quand même intéressant. Un nouveau joueur qui vient peut-être brouiller un peu les cartes. C'est quand même assez intéressant. Dodge Charger Daytona. Avons-nous besoin de dire que ce fut une énorme vedette? GMC Hummer électrique, évidemment, c'était incroyable. Lucid Air était là. Oui, alors ça, c'était vraiment intéressant d'avoir le constructeur californien qui était évidemment sur les étages. Qui devait faire fermer Tesla? Ça n'arrivera pas. On va attendre. Ça n'arrivera pas, je peux te le dire. Puis on a Polestar, évidemment, le modèle 2 qu'on connaît depuis un bon bout de temps, le 3, mais aussi le 4. Alors ça a été vraiment très intéressant. Je te dirais, là, c'est vraiment dans les plus populaires. Pour te dire une idée, le deuxième samedi du salon, on a fait un record absolu. On a fait 307 essais juste dans cette journée-là. Ce qui veut dire qu'au total tout, 3000... Ça va me prendre des lunettes, je pense. 3577 personnes ont participé aux essais routiers pour 1800... c'est du monde, c'est du monde. 1834 essais au total tout. Oh oui, c'est vraiment une superbe année, une année record. Okay. Ce qui me chicote, c'est au niveau des questions. Est-ce que vous avez des questions, des craintes de la part des gens qui embarquent dans l'auto, qui essayent l'auto électrique? Quelles questions reviennent le plus souvent? Bien, au départ, on avait fait cette activité-là justement pour démystifier un peu. Alors, est-ce qu'on grelotte? Est-ce que c'est-tu vrai que si, dans un véhicule électrique? Comment ça fonctionne? Combien on perd l'hiver? Voilà. Et ça revient encore, ces questions-là, mais de plus en plus, les gens vont regarder, parce que là, il y a un choix. On vient d'en parler. Il y a du choix dans toutes les catégories, pour tous les prix aussi, pour tous les goûts. Et là, ça devient de plus en plus serré pour ajuster, pour aller selon nos exigences, nos besoins aussi. Mais les questions reviennent encore avec les questions d'autonomie, savoir qu'est-ce que je dois choisir comme véhicule. Mais là que c'est le temps de faire ses propres devoirs. Je roule 20 000 kilos par année, mais 2 personnes roulent 20 000 kilos. Peut-être une personne va faire 15 000 en ville, 5 sur la route, et l'autre va faire 15 sur la route, puis l'autre 5 en ville. Alors, c'est pas le même choix de véhicule. Est-ce qu'on est 3, 4, 5 à voyager dans le véhicule? Est-ce qu'on a beaucoup de matériel à voyager, beaucoup de bagages selon nos loisirs? Alors, tout ça, c'est primordial. Alors, les gens se demandent toujours qu'est-ce que je suis le mieux? Qu'est-ce que c'est le mieux de choisir? Mais au-delà de choisir sur la qualité,
l'autonomie, bien, c'est de regarder aussi le véhicule proprement dit, comme pour un véhicule à essence. C'est là que c'est important de faire ses devoirs. De choisir le bon véhicule selon ses besoins. C'est primordial. Mais la crainte d'autonomie, j'imagine que c'est la question numéro 1. L'autonomie totale et l'autonomie en hiver, évidemment, par temps froid, c'est toujours la crainte. Ça revient encore énormément. Les gens veulent savoir qu'est-ce qu'on est capable de faire pour contrer ça. On le sait, on en a quand même plusieurs trucs. On en a parlé abondamment. Mais c'est aussi de savoir comment on peut recharger. La recharge publique et aussi à la maison fait partie des grosses, des grandes questions. Oh, oui, tout à fait. Le choix de la borne. Et là, c'est important de regarder aussi. Est-ce que la borne sera à l'extérieur? Est-ce que ce sera à l'intérieur? Est-ce qu'éventuellement, ce sera pour 2 véhicules électriques? Si on n'a pas la possibilité de pouvoir se recharger à la maison, est-ce qu'on peut le faire facilement dans la rue ou au travail? Ça, c'est vraiment des questions primordiales à se poser. Puis là, peut-être qu'on est capable de regarder pour aller fouiller pour peut-être un hybride rechargeable à ce moment-là. Peut-être que ce sera un choix un peu plus intelligent pour le faire. Beaucoup de gens veulent absolument un véhicule hybride rechargeable, mais ils ne font presque exclusivement de l'autoroute. Alors là, lorsque la batterie vient à plat, on roule en hybride classique, mais le véhicule est plus pesant qu'un hybride classique, justement. Alors là, la consommation sera moins bonne. On le sait, on le dira toujours, les véhicules électriques sont beaucoup plus payants, même les hybrides rechargeables, pour rouler en ville plutôt que sur la route. Sinon, on est presque kiff-kiff, donnant-donnant. Alors ça, c'est vraiment important. Mais le choix de la borne, comme je te disais, avant, on avait quelques choix de borne. Maintenant, bon, c'est de regarder à l'intérieur, à l'extérieur. On peut regarder si elle est à l'extérieur, peut-être regarder pour avoir une facilité pour la résistance aux intempéries. Bien, des bornes fabriquées au Québec pour le Québec demeure un choix vraiment logique. Un détail qui est super important, si la borne est à l'extérieur, c'est de regarder aussi la qualité, la flexibilité du câble. Qu'est-ce qui arrive avec un boyau d'arrosage au mois de novembre? On se bat avec, hein, c'est dur. Bien, la bonne qualité d'un bon câble... Ramassez votre câble, parce que là, les déneigeurs... Les souffleuses, ils aiment ça, manger ça des fois, malheureusement. Mais ça fait partie donc des autres questions. Évidemment, il peut y avoir aussi toute la connectivité qu'on est capable d'avoir dans le choix de la borne, mais c'est important donc de faire le tour. Acheter une borne vite faite, bien faite, la moins chère Est-ce sur que le Internet... véhicule a une pompe à chaleur, pas de pompe à chaleur, ça aussi, c'est primordial. Exactement. Absolument. Ça, ce sont des questions qu'on doit absolument se poser. Puis évidemment, bien, tu me permettras, si les gens sont membres de CA, ils peuvent justement avoir un accompagnement et pour le choix du véhicule, et aussi pour le choix de la borne, mais aussi pour le choix de l'entrepreneur pour faire poser à la maison. Parce qu'un bungalow des années 70, une copropriété, un bloc appartement, bien, c'est jamais les mêmes choses. Donc, ce ne sera pas la même façon de pouvoir recharger. Absolument. Alors, plusieurs questionnements. On va en reparler, Max, au cours des prochaines semaines, peut-être pour le Salon de l'Auto de Québec à venir, évidemment, votre présence là-bas et les gens et la pertinence toujours d'aller faire les essais routiers de véhicules électriques afin de choisir le bon véhicule. Ça va nous faire plaisir, on est là pour ça. Merci, Max. Ça fait plaisir. Maxime Dubois, CA Québec. J'espère que vous avez apprécié parce que aller essayer des véhicules électriques, ça peut donner justement une bonne idée en choisir un ou pas. On s'arrête pour une pause. On va. Nous sommes de retour et c'est le temps des nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Marc, tu commences avec quoi? Avec Infiniti. Oh! Oui, bien Infiniti, ils ont annoncé, en fait, qu'ils étaient pour abandonner les modèles QX50 et QX55. Ah. Donc, 2025, c'est la dernière année. Les modèles vont être disponibles jusqu'à la mi-année 2026 à peu près. Ça s'inscrit dans un plan assez global de modification pour Infiniti. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit au responsable des communications pour dire, est-ce que c'est vrai? Sa réponse est étonnante. Infiniti est en train de faire la renaissance de ses produits avec l'intention de lancer un modèle nouveau chaque année au cours des 4 prochaines années, équipé de groupes à combustion ou électrique. Donc, du côté d'Infiniti, on est loin d'abandonner le marché parce qu'on sait que les ventes n'ont pas été très élevées. Et donc, on va s'en venir avec des modèles électriques et des modèles à combustion. On aura aussi un QX60 qui est actualisé cette année. Il y aura aussi un QX80 Sport.
Je sais pas trop c'est quoi un QX80 Sport parce que c'est comme un autobus scolaire avec un look sportif, mais en tout cas. Donc, il y aura ça. Et il y aura bien sûr d'autres choses. Donc, Infiniti est quand même sont en train de revoir leur catalogue, mais je suis étonné que le QX50 et 55 disparaissent parce qu'à mon avis, c'était les véhicules les plus abordables de la gamme. Ben oui, les véhicules dans le marché populaire. Là, si tu enlèves ces véhicules-là dans le sport utilitaire intermédiaire, tu t'en vas où, là? Parce que le 60 et le 80, tu t'en vends pas, là. Bien, Ou presque pas chez nous, pas. Là. Donc, ils en vendent moins chez nous. Ça, c'est certain. Et ces véhicules-là, même s'ils ne sont pas extrêmement populaires parce qu'Infiniti est absent, mais ça reste que c'était des bons véhicules, belle technologie de moteur, nouvelle technologie unique de moteur. D'ailleurs, à compression variable, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Tout le monde s'attendait à une catastrophe alors que c'est des moteurs qui sont très fiables, moins économiques qu'on s'attendait, mais ça reste que c'est des bons moteurs. Alors, on aurait dû en profiter pour peut-être annoncer un remplacement de véhicules dans cette catégorie-là avant d'annoncer la fin de ce véhicule-là. Moi, je pense que la situation de Nissan financière actuelle oblige peut-être certains reports de Dans l'électrification, Nissan s'en vient avec du prolongateur d'autonomie. Oui. Il faut s'attendre à la même chose dans Infiniti. Exactement. Dans la série des mystères de la vie, Volkswagen, qui nous a présenté, rappelle-toi, au Salon de l'Auto de Montréal, la magnifique ID7, Oui. qui ne viendra pas en Amérique du Nord. Alors, Volkswagen vient d'annoncer effectivement que la grande berline ne serait pas commercialisée en Amérique du Nord. Elle est réservée à l'Europe pour le moment, même si on l'a présentée partout dans les salons récents. Partout dans le monde. Donc, écoute, ça va pas bien du côté de chez Volkswagen, hein, on va se le dire. L'année 2024 a été difficile avec la ID4. Actuellement, le ID Buzz, dans certains coins, on est obligé d'arrêter de les livrer parce qu'il y a des problèmes avec les portes qui ouvrent, comme le ID4 le faisait. On abandonne le ID7 et Volkswagen a annoncé qu'il n'y aurait pas de nouveaux modèles électriques avant 2026. Non, donc, on va devoir attendre quand même. Exact. Mais c'est pas ça qui m'intéresse, moi, c'est qu'est-ce qu'on va avoir à vendre. c'est Parce ça, que le problème. même Il y a rien. l'avenir de la Jetta est incertain. Effectivement. On ne sait pas qu'est-ce qui arrive avec la Jetta. Est-ce qu'on va avoir à vendre l'an prochain du Taos et Taos Tiguan. d'Atlas? Taos Tiguan. Atlas. Donc, Peut-être. ce seraient les trois modèles qu'on va... Ouais. Bon, le Buzz, ID4 vont probablement continuer, là, mais il reste que... On a de la misère à nous arriver en Amérique du Nord avec un plan clair ou avec des modèles, une constance. Mais là, moi, On l'abandon va de se la placer. J'imagine qu'on va... C'est trop gros, c'est trop puissant, Volkswagen, pour rester comme c'est là actuellement. Je comprends pas. Parce Même qu'en en Europe, communication, c'est difficile. On n'est pas capable d'avoir la réponse. On a de la misère à avoir les véhicules de presse. Tu sais, le ID Buzz, là, il est gelé. Ouais, il est on gelé peut à même cause pas le de- conduire. Fait que, tu sais, faut se restructurer un petit peu. Cette compagnie-là a besoin de... ouais, d'un petit peu de vent. Ouais, mais c'est bon. pas- Puis je reviens tout le temps à ça, puis c'est pas le point aujourd'hui, là. Le Dieselgate, les problèmes de diesel refait a mal. complètement chamboulé cette compagnie-là de A à Z. Totalement. 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 Dans la série des compagnies chamboulées Alfa Romeo, qui, on sait, va abandonner certains modèles, dont la Giulia, qui est pourtant une berline absolument spectaculaire, mais elle va revenir. Et toi qui aimes les changements de cette nature-là, tu vas être content. Ça va être un VUS, Qu'on va appeler Giulia, hein? qu'on va appeler Giulia. C'est... Ça a été... Ah, ça... C'est le PDG d'Alfa Romeo qui a confirmé ça à l'Argus en France. Donc oui, effectivement, on va garder le nom, mais ça va Ils devenir ont un plein de beaux noms chez Alfa Romeo. Ouais, mais ils ont eu de la misère. Rappelle-toi, là, c'est quoi? C'était la Milano qui, finalement, il a été obligé de changer de nom parce que le gouvernement italien ne voulait pas qu'il utilise le nom. Bref, c'était un peu compliqué chez Alfa Romeo de ce temps-là. Alors, on prend pas de chance. On garde les valeurs sûres. Le nom de Giulia, il Fait est que là. la Stelvio et la Giulia vont rester, mais ça va être deux sports utilitaires. Exactement. Puis tu trouves ça intelligent? Je ne répondrai qu'en présence de mon avocat. En tout cas, attendons de voir. Deux nouvelles particulières. D'abord, d'un côté, on a Honda qui dit on va lancer un petit véhicule électrique à moins de 30 000 Bon, les rumeurs disent qu'il va être inspiré de, par exemple, d'un véhicule qu'on connaît déjà ou peut-être de la nouvelle Leaf. Parce qu'il y aurait l'association avec
Nissan qui s'en vient. Et donc, on parle là, d'un véhicule qui serait en bas de 30 000 On ne sait pas si c'est chez nous ou si c'est aux États-Unis, 30 000 là. C'est pas confirmé, mais en tout cas, l'idée, évidemment, ce serait d'avoir une autonomie peut-être plus petite. On parle de 250-300 km. Deuxième nouvelle, Mitsubishi nous annonce qu'ils vont arriver avec un petit véhicule électrique en 2026, probablement en bas de 30 000 OK? On sait qu'ils font partie du consortium. Ben non. Et c'est ça qui est particulier. C'est que Mitsubishi a annoncé ça à ses concessionnaires lors d'une réunion la semaine dernière. Le problème, c'est qu'ils ont aussi annoncé qu'ils refusaient de se joindre à l'union entre Nissan et Honda. Au niveau de la compagnie, mais au niveau du partage de plateformes et des véhicules... C'est pas confirmé encore. Alors, parce qu'ils disent bien que ça va être un truc indépendant puis que ça sera pas à partir de ça. Alors, je t'avoue que c'est un peu particulier comme... Parce que les deux sont arrivés à peu près en même temps. Mais actuellement, on travaille ensemble. Ben oui, je sais. On travaille bien. déjà ensemble, donc probablement que le véhicule est déjà développé pour, c'est sûr, pour l'Alliance. Là. Exactement. Donc peut-être qu'au niveau compagnie, on se joindra pas, mais on va peut-être le faire pour les produits. Je trouvais que l'idée était quand même particulière. Et enfin, une dernière petite nouvelle dont je veux absolument te parler. Tu te souviens du Dakota? Oui. Bien, il va renaître de ses cendres. On n'est pas certain qu'il va s'appeler Dakota, mais ça fait longtemps que Stellantis nous promet une camionnette. Ben, depuis qu'on a fait la division RAM, il y a belle lurette. Exactement. Donc, on nous promettait un petit camion. Là, ça a été confirmé. Ça va arriver. Évidemment, on n'a aucun détail, ni sur la date d'arrivée, ni sur le type de motorisation, ni sur rien. Mais on a confirmé qu'il y aurait une camionnette intermédiaire. Imagine un Dakota prolongateur d'autonomie. Hey, ça serait... Bang, on viendrait Ouais. se mettre au haut du marché. Exactement. Voilà, mon cher. Merci, Marc. Ça fait plaisir. Restez là, au retour, on répond à vos questions. Ce segment est une présentation du réseau des garages recommandés CAA Québec et de B-Lepage Autoservice. Visitez caaquebec.com pour trouver votre garage. Voici de retour 670-9078, poste 230 ou encore virage à télémac.tv ou via notre Facebook. C'est une des façons de nous poser vos questions et commentaires. Et oui, déjà, c'est le temps de nous laisser vos noms pour une paire de billets du Salon de l'Auto de Québec. Alors, je vous donnerai plus de détails au cours des semaines à venir. Vous pouvez le faire des deux façons, également via notre Facebook, le Facebook de Virage. Ça va peut-être être la meilleure façon de gagner une paire de billets pour le Salon de l'Auto, parce que je veux que Marc Bouchard reste occupé. Moi qui n'ai rien à faire, justement. Alors, voilà. Alors, laissez vos noms en grand nombre. Messieurs, question du public. Monsieur Lajoie qui dit... je regarde un BMW i3 avec le réservoir d'essence. Il a 26 000 km. C'est surtout pour la ville, mais j'aime beaucoup le moteur à essence, malgré le réservoir qui est de petite taille. Pourquoi il n'y a pas plus de véhicules de ce genre? Ça, c'est la question que l'on pose à toutes les semaines. Pourquoi il n'y a pas effectivement de véhicules électriques avec prolongateur d'autonomie? Si vous avez écouté l'émission de la semaine dernière, on a parlé longuement du Ram Charger qui exactement met en évidence ce principe-là. Quant au i3, moi, c'est un petit véhicule que j'aimais beaucoup, que je trouvais le fun à conduire, mais dont l'autonomie était beaucoup trop petite. Même avec le prolongateur d'autonomie, je peux vous dire que j'ai ressorti beaucoup de mon vocabulaire religieux quand j'ai fait de chez moi à Ottawa en plein hiver. C'était pas une bonne idée. Alors, si vous faites de la ville, peut-être, assurez-vous qu'il soit pas trop dispendieux, mais l'autonomie est vraiment ridiculement basse sur ce camion, ce petit VUS-là. Pour ma part, je l'aime beaucoup. Construction, c'est un véhicule qui est construit en polymère. En tout cas, il utilise tous les matériaux qui font en sorte que ce véhicule-là peut durer une vingtaine d'années, 30 ans sur la route sans aucun problème. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas utiliser le moteur à essence pour une longue période. C'est-à-dire des 2, 3, 4 pleins et faire de la très longue distance
consécutivement sans le laisser se refroidir. C'est un petit moteur de moto où le problème est le refroidissement de ce petit moteur-là. Il y a eu quelques problèmes dus justement au fait qu'on l'utilisait à répétition pour des très longs trajets. Vous voulez faire de la ville, aucun problème. Vous allez tomber avec le moteur à essence certaines occasions, si vous n'avez pas assez d'autonomie électrique. C'est fait pour ça, c'est parfait. Vous vous déplacez à Montréal, aucun problème. Vous revenez, aucun problème. Mais faire de la très, très longue route consécutivement, c'est là que vous pouvez avoir des petits problèmes avec le véhicule. Mais encore là, il est bien fait. Les roues sont étroites. Hein? Vous avez vu le pneu? Fibre de carbone, en plus. Des pneus de fatback. Fibre de carbone, bois recyclé à l'intérieur. Ah, c'est vraiment un très, très beau véhicule, vraiment le fun. Mais comme je vous dis, c'est vraiment le problème, c'est l'autonomie. Et le prix à l'achat aussi qui était c'était très élevé. Pourquoi il n'y en a pas plus? Vous allez voir dans l'avenir. Je pense que c'est la solution que les fabricants ont trouvée pour justement relancer un petit peu l'électrification. Monsieur Drolet, une facile pour, j'imagine. Le Cybertruck ou le Sierra EV? Écoutez, moi, je ne peux pas recommander le Cybertruck jamais. Pas avec la liste de problèmes que l'on voit, pas avec tout ce qui vient avec les problèmes de Tesla. Et le Sierra EV, c'est vraiment un camion. C'est le véhicule. Ah oui, c'est un camion. Sierra, c'est le véhicule, selon moi. Puis qu'on le veuille ou pas, Tesla ont lancé ce camion-là, puis tout le monde était un peu excité de le voir. Mais finalement, à l'utilisation, au rendement général, au look, tu finis par te tanner de ça. Le Cybertruck, c'est la Smart du camion. C'est le char que tout le monde regarde. C'est un bon rendement. C'est un véhicule qui a un bon rendement. Si vous voulez passer, vous voulez ne pas passer inaperçu, justement, c'est le véhicule parfait pour ça. Il va être assez durable. Mais si vous voulez vous retrouver dans un camion relativement normal, avec beaucoup d'autonomie, parce que le Cybertruck a moins d'autonomie, on l'oublie souvent, là, mais c'est 500... On va dire 500, 530 quelques, mais c'est 500. C'est bon. C'est quand même bon, mais il faut aller jusqu'à 700 avec la Sierra EV. Là. Et la capacité... Sans avoir de batterie ajoutée dans le Cybertruck, pour avoir 700, il faut ajouter une batterie. Puis le Sierra, c'est quand même une capacité de travail aussi. Là. Absolument. C'est pas... c'est un vrai camion pick-up. C'est pas un jouet. Là. Sur les chiffres, ils se ressemblent, sauf l'autonomie, mais pour mon choix, va avec le Sierra également. Le nouveau Sorento 2025, modèle pas mal de base, donc on choisit une version de base. À ce prix, il doit faire 8 ans. C'est possible de faire 8 ans avec un Sorento. C'est entretien recommandé par le fabricant, puis amusez-vous. Absolument, absolument. Ils ont des bonnes carrosseries, ils sont en général assez bien protégés. Si on les protège, nous, ici, au Québec, on les protège en surplus et qu'on les fait vérifier à tous les ans au niveau de la rouille, c'est ça. Mécaniquement, ben là, je pense qu'on n'a même pas besoin d'en discuter. Ça fait le travail. Puis il est beau en 2025, ils ont changé le modèle. Oui, c'est ça. Ils l'ont amélioré un peu au niveau physique. Là, fait qu'effectivement, il est un... Une autre facile, Honda CR-V hybride pour 5 à 7 ans, en achat. Honda CR-V hybride pour 5 à 7 ans, pas de problème. L'achat à 52 000 ça me fait un petit peu friser, je vous dirais. Je trouve qu'il garde le valeur de revente. Oui, mais c'est cher. Une Rolls-Royce aussi, ça garde sa valeur de revente, mais c'est 500 000 pareil. Je veux dire, je trouve qu'il est très cher, mais c'est un véhicule que vous allez conserver. Et comme Daniel l'a dit, c'est un véhicule qui va garder sa valeur de revente. Mais je trouve c'est un hybride branchable, ça? Non, c'est un hybride standard. Quand un hybride standard, là, tu payes pour le standard, là, je vais te dire quelque chose, tu vas pas chercher d'économie. Ah, c'est pas... tu gagnes de la douceur. Ouais. Tu gagnes beaucoup de la douceur. Ouais. Puis en général, sont plus fiables encore, les véhicules hybrides, que les véhicules à essence dans les mêmes versions. Fait qu'on peut se rabattre là-dessus, mais il va garder une grosse valeur de revente. Fait que avec un bon entretien, je pense que ça peut faire le travail. Mais vous pouvez acheter le régulier aussi. Oui. C'est ça, exactement. Ioniq 6, est-ce que c'est une bonne voiture? Mes voyages sont à Montréal aux 2 semaines avec une Ioniq 6. Aucun problème pour la Ioniq 6. L'autonomie, elle est là pour vrai. La Ioniq 6, son problème, c'est l'espace intérieur. Il faut que vous soyez prêt à ne pas utiliser ou très peu le siège arrière. Moi, j'ai mon grand fiston de 6 pieds 3 qui n'est même pas capable de se déplier au complet quand il est assis sur le siège arrière parce que le toit est trop en pente. Et la valise, écoutez, c'est une Miata. Mais c'est pas caché.
Non. C'est pas des défauts Non. cachés. Non, pas du tout. C'est très ouvert. Mais ce que je vous dis, c'est qu'il faut être prêt à vivre avec ça. Si ça vous convient, le véhicule lui-même, il est agréable à conduire. L'autonomie est là sans problème. Dû Puis, à à l'avant- l'aérodynamisme, c'est la voiture à choisir pour faire de la route. Oui, Hey, effectivement. Montréal, aux 2 Quelqu'un semaines. qui fait justement le trajet que lui dit fait, il va accumuler du kilomètre-heure. C'est le véhicule qui est le plus intéressant actuellement sur la route. Et si on se fie à ce que Hyundai nous dit, entre la Ioniq 5 et la Ioniq 6, avec la même motorisation, même batterie, vous faites 100 km de plus avec la Ioniq 6, à cause du design et tout. Intéressant. Qui est faite pour la route. Oui, mais comme je vous dis, il faut être prêt à vivre avec ce compromis d'espace. En avant, il n'y a aucun problème. Mais en arrière, puis la valise, c'est une autre affaire. Je pose même pas la question. Corolla Cross hybride all-wheel drive, oui, sans problème. oui. Autre question. Démarrage à froid, puis dans les dernières semaines, on y a goûté. Là. Démarrage à froid, est-ce que je dois couper le chauffage avant de démarrer mon véhicule? En théorie, c'est recommandé. Effectivement, Enlever le siège chauffant, enlever tout ce qui tire de... du jus de la batterie 12 volts, en fait, vous allez aider votre voiture. Cependant, je vais être franc avec vous, il y a à peu près personne qui fait ça quand on fait un démarrage à distance. Mais non. Tout est en marche, puis c'est ça l'objectif. Vous ne voulez pas sortir pour aller le repartir. Mais oui, effectivement, ça va ménager votre voiture un peu si vous êtes capable de le couper. Mais... Bien, c'est ce qu'on devrait faire par temps très froid. Plus le véhicule avance en âge et en kilométrage, mieux c'est de le faire. Véhicule neuf, ça ne change pas grand-chose. La batterie est neuve, elle tire assez d'ampérage. Mais quand le véhicule prend de l'âge... Mais moi, quand je vois les températures qu'on a eues, depuis que mon véhicule est dehors pendant une couple d'heures, là, j'aime ça m'asseoir à la chaleur en dedans. C'est ce que je dis. On est tous pour la vertu, mais on aime bien le confort aussi. Là. On va vous dire que oui. Vous voyez, vous avez le choix. Là. Vous faites les bonnes choses ou vous avez une mauvaise influence de la part de nos Si tu veux vivre vieux, c'est ça. Merci, messieurs. Plaisir. Alors voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit la semaine prochaine pour un autre Virage. D'ici là, passez une bonne semaine.